Là, vous avez des trous de campagnols terrestres, probablement. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on a là? Bah tiens, ici. Ici, vous avez les dernières... Enfin, c'est pas les dernières colonies, ici on est en phase de pullulation. Donc vous avez des trous qui ont été creusés par des rongeurs qu'on appelle des campagnols, et c'est une espèce particulière qu'on appelle le campagnol terrestre. Et c'est celle qui pose le plus de problèmes aux agriculteurs ici, parce qu'elle pullule régulièrement, parfois pendant plusieurs années, au détriment de la récolte de foin, bien entendu. Et donc Carelli ambitionne aussi de comprendre quel est pas le rôle du renard, parce qu'il n'y a pas que le renard qui est prédateur de campagnols, mais est-ce que changer la réglementation à propos du renard peut améliorer ou empirer les choses du point de vue des populations de campagnols? Voilà. C'est-à-dire que ça arrangerait aussi les agriculteurs? C'est-à-dire qu'il y a un intérêt de toutes parts. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt de la part des agriculteurs, il y a un intérêt de la part des chasseurs qui, eux, sont intéressés à savoir ce que le renard fait dans son écosystème. Il peut manger du lièvre, par exemple. Ça a un intérêt du point de vue des gens qui s'intéressent aux espèces protégées, parce que le renard peut être un prédateur de ces espèces-là aussi. Mais en même temps, il rend service parce qu'il mange des milliers de campagnols tous les ans. Donc le système en lui-même est assez compliqué. Les intérêts peuvent apparaître comme divergents. Donc la question, c'est de fonder les décisions qui pourraient être prises sur un partage des connaissances. Et de connaissances qui sont avérées, pas des connaissances de discussion de bistrot, on dira comme ça. Voilà. Donc pour vous, c'est intéressant de trouver ces traces-là? Oui, enfin, ça ne m'étonne pas parce que on est passé au printemps, là on ne le voit pas, mais pratiquement toute la zone là est couverte de tumulus de campagnols. Alors on est au moment parce que l'herbe a commencé à pousser, mais on est quand même dans une phase de pullulation, ça on le savait depuis le départ. Donc c'est le garde-manger du renard? C'est le garde-manger du renard, oui. C'est ce qui explique que dans la région, il y a beaucoup de prédateurs, pas seulement le renard, hein. Vous avez la fouine, vous avez la martre, vous avez l'hermine, la belette, les buses, le milan royal, enfin il y a toute une cortège d'espèces qui se nourrissent sur ces campagnols-là. Alors, je vous explique rapidement du coup le programme. Oui. Hop. Donc, le renard est classé comme nuisible en France, partout. Donc, tous les 3 ans, son statut est remis en question. Oui. Dans le Doubs, en 2018, son statut est remis en question. Et au lieu de se taper dessus comme d'habitude, les chasseurs, les agriculteurs, les universitaires, les associations se sont tous dit on va essayer de mener une enquête scientifique et obtenir des réponses scientifiques à nos questions. Donc, pour D'accord. pouvoir voir la nuisibilité ou non de ce renard. Donc notre association France Nature Environnement est missionnée, elle, pour s'occuper et recenser donc, les poulaillers. Oui. Et ensuite, on va vous demander de nous recontacter si vous avez le moindre dégât, quel qu'il soit, sur votre poulailler. Donc on viendra D'accord. faire une fiche de déclaration de dégâts, voir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment le renard ou pas et pourquoi. D'accord. Voilà. Donc nous, là, on vous pose des questions sur votre poulailler et les poules qui sont dedans. Hop. Combien est-ce que vous avez environ de poules pour les coqs? 4 poules. 4 poules? Ok. Il y a le courant électrique qui est mis à côté du filet. Le filet, il n'est pas En plus, électrifié. ok. Mais il est... Donc il y a les deux, quoi. Il y a Filet... les deux, voilà. Ouais. Ok, très bien. Donc la hauteur de ce filet, à peu près 1m10, 1m20. Ça, c'est sûr, ouais. Vu la tête. peut-être... Ah, les petites pattes comme ça, c'est les chats. C'est plus gros, un renard. Malin, j'invente rien, mais plutôt malin, habile. Il s'intègre parfaitement dans son écosystème qui comprend en fait la présence de l'humain. De mon point de vue, il est totalement intégré parce qu'il a su s'adapter. Il se nourrit de campagnols quand il faut se nourrir de campagnols. Il sait se nourrir de poules dans un poulailler quand il faut se nourrir de poules dans un poulailler. Pour moi, c'est à l'échelle de la faune, on va dire française, ça reste un animal très adaptable, très plastique dans son comportement et du coup très impactant, mais c'est pas négatif ce que je dis. Impactant parce qu'il a un rôle à jouer. Pour certains, ça peut être un rôle de régulateur, certaines espèces. Pour d'autres, il est perçu comme un déprédateur, pour employer la terminologie adéquate, qui va venir se nourrir dans un poulailler et causer potentiellement des soucis. Il peut être vecteur de maladies, mais il peut être aussi vecteur de passion, de bonnes journées, photos. Ça reste un animal qui a la particularité, de mon point de vue, qui est fréquent, des abondances élevées sur certains secteurs, donc qui est commun
On le voit souvent, on le voit en plein champ, on le voit en forêt, on le voit maintenant en centre-ville. Mais à côté de ça, il attire toujours une certaine curiosité. Du point de vue de ce côté technico-scientifique, qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous apportez? Une des sources importantes des données, dans le cadre Carelli, c'est essayer de savoir combien de renards il y a dans le département. Et la fédération, dans ses activités régaliennes, quelque part, de suivi de la faune sauvage, réalise depuis 2004 des comptages nocturnes de renards et de lièvres sur l'ensemble du département, où l'implication, en tout cas, de la fédération, c'est notamment d'alimenter ces jeux de données qui alimentent le programme Carelli. Donc on maintient, depuis le début de Carelli, les mêmes comptages, aux mêmes endroits, à la même période, ce qui permet d'avoir un indice d'évolution, quelque part, du nombre de renards et du nombre de lièvres. Le principe de la gestion adaptative, au sens vraiment très général, très générique, c'est l'acquisition de données doit permettre la définition de prélèvement ou d'action derrière. Quand je dis prélèvement, ça veut dire que avant de savoir combien on peut attribuer de bracelets chevreuil pour la chasse, l'idéal, ça serait de savoir combien on en a. Pour la pêche, c'est pareil. Pour plein de choses, en fait. Et du coup, l'idée de cette gestion adaptative, c'est de faire une boucle où on définit collectivement avec l'ensemble des parties prenantes à partir de quand il nous faut ces données-là pour permettre d'avoir une bonne idée de l'abondance de cette espèce-là, pour que 3 mois après, on puisse dire vous pouvez en prélever ce nombre-là, qu'on ait le retour sur le nombre qu'on a attribué en prélèvement, combien ont effectivement été prélevés. Et puis voilà, c'est cette boucle circulaire. On va noter Carelli. Et ensuite, à chaque fois on note Carelli et ensuite on note le numéro du transect, donc ils sont notés sur la fiche. Donc on Oui. sur la fiche, Donc les numéros des transects, ils sont bien en rouge. Voilà. C'est ça qu'on reporte. Ça, donc on note le numéro. Et là, on a 2 sous-secteurs. Donc un sous-secteur où le renard est protégé, ici, et un autre sous-secteur où il n'est pas protégé. Et donc l'idée, c'est de parcourir ces tronçons en voiture à une vitesse de 10-15 km/h et d'observer vraiment tous les rapaces qu'on voit et les corneilles aussi. Et ça, c'est pour estimer le nombre de rapaces au kilomètre carré et puis afin de comparer du coup dans les 2 zones protégées versus non protégées. Non, ben on se retrouve ici, ouais. Ici ou à... Oui, ici. On est fini vers midi et demi, 13h. C'est tout ce qu'on détecte à l'œil, d'accord? Donc si tu vois, alors il faut regarder au sol, mais sur aussi les arbres, sur les arbres. ici. Il faut penser aussi à se retourner, c'est-à-dire regarder au sol dans les arbres, après retourner un peu la tête, parce que des fois les buses, on les voit avec les reflets, on les voit pas direct, mais on les voit de... Et puis les chasseurs font pareil la nuit pour compter les mammifères. Bon, moi je regarde quand même rapidement, hein, donc n'hésite pas à regarder de mon côté. Ouais. Là, il y en a une là. Ah non, c'est un faucon. Là. Ah oui, bien vu. Les rapaces, c'est des prédateurs des campagnols. Ils ont des proies en commun avec les renards. Et du coup, comme on étudie dans ce projet beaucoup l'impact du renard sur ses proies, donc campagnols et lièvres et oiseaux nicheurs. Alors, les rapaces ne mangent pas des oiseaux nicheurs, mais donc l'idée c'est d'évaluer un peu les densités de ces autres prédateurs afin justement de mettre en évidence le rôle du renard. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'on a les mêmes densités de buses dans les zones où il est protégé versus les zones où il n'est pas protégé, pour que l'effet qu'on mesure du renard, ce soit bien l'effet du renard et pas l'effet des buses, par exemple. Oui, moi je dirais une buse au niveau de la corpulence. Oui. Et que c'est pas tout noir pour être un corbeau ou une corneille. Non, c'est pas une corneille. Oui. À gauche. Si tu vois le bosquet, non, tu vois pas le bosquet là. Non. C'est pas celui-là, on n'est pas encore là. Ça me paraît plus petit, non?
En premier plan, Amélie. Amélie Vaniscott, chargée de mission à la LPO Bourgogne-Franche-Comté, en charge de la gestion de la base de données et de la valorisation scientifique des données. Pour étudier le rôle du renard sur ses proies, on doit aussi étudier le rôle des autres prédateurs sur les mêmes proies. En gros, c'est aussi la complexité de l'écosystème dans lequel vit le renard qu'il faut étudier. Et donc, les rapaces, on mesure leur densité kilométrique aussi, le long de transects, les mêmes transects qui sont utilisés par... là, c'est sur la droite. Donc, les mêmes transects qui sont utilisés et comptés par la Fédération de chasse pour les comptages nocturnes. Là, on ne peut pas faire de conclusion à ce stade. Donc ça sera répété tous les printemps et tous les automnes. Voilà. Ok, je saute une personne. Simon. Bonjour à tous, donc Simon Cala, je suis socio-anthropologue au laboratoire de sociologie et d'anthropologie de l'Université de Franche-Comté. Ok, c'est noté. La suite. Donc oui, il y a également un suivi sociologique de la controverse autour du statut du renard qui est effectué dans le cadre du programme. Ce suivi, en fait, il prend deux volets. Un volet qui consiste à étudier les pratiques et les représentations du renard au sein des différents mondes sociaux qui sont impliqués dans cette controverse ou concernés par la controverse. Et un deuxième volet à ce suivi sociologique qui porte peut-être moins sur le renard et davantage sur le groupe Carelli, le programme Carelli. Il s'agit en fait d'étudier cette expérimentation et d'étudier les effets de cette expérimentation sur la construction des relations entre les groupes d'acteurs qui sont impliqués dans la controverse. Le renard, il mange un petit peu ce qu'il trouve, mais il affectionne quand même beaucoup les campagnols. Mais il est généraliste, le renard, donc ce qu'il trouve selon les saisons. Donc ce qu'on trouve dans les crottes, c'est beaucoup de grains de fruits. Après, on va trouver une patte de poule, c'est possible aussi, c'est déjà arrivé. Le renard, il aime bien les lignes droites, apparemment, pour poser ses crottes, pour marquer en fait, son territoire. C'est facile à ramasser une crotte, on est dans un bel environnement. Après, il y a de l'analyse derrière, mais c'est faisable, je dirais. Et tu as tellement d'infos, donc c'est quand même un suivi qui est abordable. Crotte. Petit par rapport à un chien, c'est quand même pas une taille. 3. Beaucoup de poils alors. 0,2. Et alors du coup, là les crottes, on les ramasse, on les géolocalise, si j'ai bien compris. Ça permet après de savoir là où les renards font leurs crottes. Ouais. Là où ils passent. Oui aussi, oui. Et après, toi, quand tu rentres à l'hôpital, tu fais quoi? Comment tu, Eh ben, déjà, elles sont mises à moins 80 degrés. Pour, alors, ça va tuer le parasite. L'ADN ne va pas être détruit, c'est très solide l'ADN. Mais le parasite lui-même, il va être détruit. Donc celui qui va manipuler derrière, il fait en confiance, je veux dire. Parce que c'est quand même risqué, c'est une maladie grave. Et après, on fait toute une batterie d'analyses. On va mettre de côté l'ADN, tout ce qui est compris dans la crotte. Il y a plein d'ADN là-dedans. Il y a aussi bien le renard en lui-même, parce qu'il y a aussi des petites parties de lui qui s'en vont avec les crottes, et des villosités intestinales. Il y a son régime alimentaire, il y a des bactéries, puis aussi bien sûr des parasites qu'on recherche. Donc il y a plein de choses dans une crotte. Et on va mettre de côté tout cet ADN-là en faisant un protocole standardisé. Et puis après, on va commencer les analyses de biomol. Donc on va rechercher spécifiquement des bouts d'ADN. Des bouts d'ADN du parasite, des bouts d'ADN du renard en lui-même. Et puis après, on peut savoir aussi en allant un peu plus loin si c'est le renard A ou B. Ici, c'est quand même intéressant, c'est que tu as un vrai suivi possible. Donc l'impact sur la vie du renard, elle est minime, quoi. On peut vraiment faire une recherche sur lui ce qui est dommage, c'est qu'on ne le voit pas, mais sans le perturber, quoi. En perturbant le moins le système. Ok. Voilà. Possible, quoi. Voilà. Et c'est des choses que, comment dire, tu l'as fait avec les crottes de l'an dernier? Ouais.
On a déjà fait ça. Ça a donné quelque chose? Oui, là, comme c'est assez espacé, apparemment j'ai toujours j'ai des renards différents. Ça va être intéressant de voir si on retombe sur les mêmes là. D'année en année. D'année en année, ouais. Parce que sur notre précédente étude, sur les 3 ans, il y a des renards, on les a suivis pendant 3 ans.